la porte de Versailles, c'est la 37e édition du Salon du Livre intitulé Livre Paris depuis 2016. C'est un rendez-vous incontournable, évidemment. C'est le plus grand d'ailleurs rendez-vous dédié au livre avec des professionnels. Ils sont éditeurs, ils sont illustrateurs, ils sont auteurs. Parmi ceux-là, pour les régions d'outre-mer, Jean-Benoît Denel pour les éditions du même nom, avec une association ou des éditions Promo Lecture. Rendez-vous incontournable, bien sûr. Qu'est-ce que ça représente, Jean-Benoît, pour un éditeur comme vous, d'être présent ici au salon? En fait, c'est un espace qui devient une espèce de grande librairie pendant 4 jours, où une visibilité de la littérature francophone, qu'elle soit du Maghreb, des Antilles ou de l'océan Indien, ont une visibilité et un rendez-vous avec un lectorat parisien. Donc c'est aussi l'occasion de présenter des nouveautés, c'est aussi une façon pour nous d'instaurer un débat sociétal sur des problématiques qui se sont passées durant toute l'année autour soit d'ouvrages publiés à ce moment-là à titre uninominal par un auteur ou dans un collectif. Voilà. Et c'est surtout une rencontre avec un lectorat, et c'est pour ça qu'il faut généralement communiquer en amont sur la présence des auteurs ici, sur le choix de la programmation retenue par le ministère, parce que ça permet à un volume de gens intéressés de choisir un débat ou une question sur le plan identitaire ou culturel ou musical qui correspond à son intérêt premier, pour pouvoir essayer de venir écouter et nous rendre visite au salon. Plus on a de visiteurs, plus on a de chance de rencontrer des lecteurs. Quelles sont les attentes justement de ces lecteurs et qu'est-ce qu'ils échangent avec vous, avec les auteurs que vous éditez? On a l'impression qu'effectivement c'est un rendez-vous où mais c'est une habitude prise par aussi bien le lectorat parisien qu'autre, c'est-à-dire et ça se passe aussi sur des salons où nous allons ailleurs, à Brive, à Nancy, à Bordeaux ou autre. Le lecteur attend ce rendez-vous pour pouvoir faire son achat. Et en fait, j'ai compris ça après parce que ça lui permet de rencontrer l'auteur et ça lui permet aussi de partir avec une dédicace. C'est qu'une valeur ajoutée de l'ouvrage. Voilà. Donc la question, elle est sous des questions, on dirait nationales, autour de chaque île. L'auteur à l'écrivain ou transmet une partie de son île à travers son écriture au lectorat. Donc il y a une rencontre du public pour une écrivaine martiniquaise à la fois du public vivant à Paris autour de problématiques de l'île où un lectorat beaucoup plus large aussi s'intéresse au contenu éditorial de l'auteur sur une écriture féminine, sur une écriture engagée en politique, sur un discours poétique, voilà. Et là, cette année, on a mis en avant le centenaire de Guy Tyrolien, pour moi qui est l'une des figures tutélaires aussi importantes que celle de Césaire, Damas et Senghor, pour lequel nous avons chaque fois autour de leur centenaire de leur naissance fait quelque chose d'important sur plusieurs mois consécutifs. Voilà. Est-ce que c'est aussi à l'occasion une occasion de rencontre soit avec d'autres auteurs ou d'autres régions du monde? C'est une bonne question parce qu'il y a, en tant qu'éditeur et responsable des projets éditoriaux, on a en gestation des projets à long terme et qui parfois nécessitent des déplacements, des rendez-vous, et c'est l'occasion de rencontres. Et c'est vrai qu'on a un projet d'être plus présent sur le Salon du Livre au Maghreb. Et là, je fais une rencontre importante avec un éditeur du Maroc, puisque à l'intérieur même de la thématique du Salon du Livre et autres, il y a des villes invitées, il y a des zooms qui sont faits sur des littératures particulières, donc celle du Maroc est mise à l'honneur, voilà, avec une présence d'auteurs, d'éditeurs, de maillons de la chaîne du livre du Maroc et tout. Et c'est comme ça que j'ai eu le plaisir de discuter, d'échanger sur un éditeur marocain qui veut travailler sur la thématique des imaginaires créoles
en traduction arabe, donc au départ avec des gens comme Céséas, Dracius, Chamoiseau, Fanon ou autre. Voilà. Nous sommes à présent en compagnie de Sabine Andrivan-Milton, qui est historienne spécialiste des questions militaires, des histoires militaires précisément, pour ce salon du livre. Rendez-vous incontournable pour tous les pros, en fait, de la littérature, de l'édition du livre, tout simplement. C'est une incursion rapide, mais c'est un passage obligé, Sabine ? Alors, obligé, d'autant plus que cette année, donc j'ai une nouveauté à présenter au public. Mais c'est vrai que quand on écrit, on a toujours envie de présenter ce qu'on fait au niveau local, mais au niveau national aussi. Et puis, n'oublions pas que le Salon du Livre permet de rencontrer d'autres auteurs. Les échanges sont riches et c'est vraiment extraordinaire. Alors, quelles sont les nouveautés là, de cette année 2017 ? Alors, cette année 2017, la nouveauté, donc, c'est cet ouvrage, La Martinique et la Première Guerre mondiale en 100 questions-réponses, qui a obtenu un label centenaire, parce que nous sommes en plein centenaire 14-18. Et cet ouvrage résume, je vais dire, comment la Martinique et les Martiniquais ont participé à la Première Guerre mondiale. Ce qui permet d'avoir des informations sur cette période de notre histoire qui était peu connue malheureusement. Et montrer aussi au niveau national que nous y étions aussi. Quel est l'intérêt du public, de ce lectorat là, pour ces questions en particulier ? Ah non, mais ils sont très avides donc de connaissances, hein, parce que, comme je disais, jusqu'à présent, on n'en savait pas beaucoup. Donc ils sont tout à fait preneurs et ils viennent savoir, et ça c'est intéressant, chaque année j'ai des personnes qui viennent me voir, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui est sorti, et ils sont contents. Non, on est vraiment avec une population qui veut en savoir plus et qui cherche à connaître un peu plus l'histoire. Alors, on sait que c'est un travail colossal que d'écrire, que d'aller rechercher, retranscrire, mais il y a d'autres métiers autour des éditions, celui d'éditer justement, et puis économiquement, on sait que c'est pas simple, c'est pas facile. Comment ça se passe pour vous aux éditions SAM ? Alors c'est vrai que c'est pas facile, hein. D'ailleurs je peux dire qu'on n'en vit pas, hein. Heureusement pour moi que j'ai une profession, mais c'est intéressant, c'est un challenge, parce que comme je dis c'est bien beau de faire des recherches, mais si on les garde pour soi, ça n'a profite à personne. Donc c'est un petit sacrifice, mais en même temps le retour est positif, donc on le fait et puis tant pis, hein. L'essentiel c'est que le message soit passé. Il y a quelque chose d'assez cohérent en fait dans votre parcours, Sabine Andrivan-Milton, c'est cette idée de la transmission, d'abord auprès des jeunes qui vous enseignez en général, et puis dans tout ce que vous transmettez autour de l'histoire, autour des histoires militaires notamment. Alors mais moi c'est fondamental, la transmission, il faut que les gens connaissent, il faut que les gens soient au courant, il faut que les gens possèdent leur histoire, il faut qu'ils aiment la Martinique aussi pour en parler, pour la défendre. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes élèves entre autres, parce que quand on n'aime pas quelque chose, on la délaisse. Alors quand on l'aime, on la défend, et puis par rapport aux autres, c'est important. Et puis aussi, il faut savoir que l'histoire, c'est une arme. Ça permet, que quand on a une discussion, d'avoir des arguments, du répondant. Et ça permet aussi qu'on ne puisse pas avaler n'importe quoi. Et c'est ça mon objectif, que les gens qu'ils aient en main leur histoire. Bonjour à vous et quel plaisir de vous retrouver au Salon du Livre à la Porte de Versailles et qui a pour thème cette année, donc 2017, le livre dans tous les océans. Vous étiez en compagnie de Gary et je vais prendre la relève quelques moments pour vous présenter aussi quelques auteurs, notamment Loïc Léry, donc vous avez certainement dû voir ou pas du tout, Le Gang des Antillais, film réalisé par Jean-Claude Barny. Alors Le Gang des Antillais, c'est vraiment votre vie, ce que vous avez vécu. Rappelez-nous, nous sommes en quelle année? Donc c'est mon histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui part à l'époque du Bumidum. Il a 13 ans, il part 3 jours après la mort de son père. Il part pour la France, qui est son univers, qui est sa carte postale idyllique. Et bien sûr, il est désenchanté parce qu'arrivant en France, il se rend compte que cette carte postale paradisiaque n'est pas ce qu'il espérait. Il s'adapte comme il peut à cette France. Il travaille, il fait ses études et malgré cela, il n'arrive pas à s'adapter avec cette France. Et donc, il tombe dans la délinquance et avec quelques copains, quelques Antillais, se retrouve dans le monde carcéral. Tomber dans la délinquance, c'est aussi un besoin ou c'est parce que les promesses qui ont été faites au départ de ce jeune homme, on lui avait promis quoi finalement? On lui avait promis un travail en tant que secrétaire, un travail de conviction, un travail aisé, parce qu'on ne tombe pas comme ça dans la délinquance avec ses amis. Lorsqu'on parle du gang des Antillais, on a tendance à faire une fixation sur le gangster, alors que ce gangster, en fin de compte, n'était qu'un automate.
n'était qu'un pion de cette société qui avait comme politique d'envoyer des jeunes au pays, et d'envoyer des jeunes en France pour que ces jeunes-là soient un peu des subalternes et n'aient pas une réflexion. Et c'est justement ce jeune, notamment Jimmy Larivière, se rend compte, en fin de compte, qu'il a été totalement exploité, qu'il a été totalement annihilé, acculturé, et c'est justement cela qui fait sa révolution. Et effectivement, c'est une très bonne réflexion, parce que il n'y a pas en fin de compte de gangsters nés, il n'y a pas de voleurs nés, il n'y a pas de criminels nés. Et dans ce cas, dans mon cas, vous avez un jeune qui se rend compte en fin de compte qu'il a été bafoué, qu'il a été annihilé dans la politique française, et qu'il a été surtout exploité, et que ses parents ont été totalement méprisés. Je parle du peuple antillais. Et donc par rapport à cela, il y a une révolte qui se fait, et donc il devient un genre de révolté, un genre de gangster qui ne va pas attaquer les petits dans la rue, mais qui va attaquer l'État français pour récupérer ce qu'il appelle son dû. Comment vous avez rencontré Jean-Claude Barny et comment vous avez accepté qu'il puisse mettre votre roman justement au cinéma? Simplement parce que Jean-Claude Barny, justement, comme je dis, il faisait partie des jeunes qui sont arrivés avec leurs parents par l'intermédiaire du Bimidum. Et donc lorsqu'il a lu mon roman, il a justement pris conscience qu'il y avait ce travail à faire. Et donc lui, étant dans un autre domaine qui est dans le domaine filmique, étant réalisateur, il est venu me voir, il m'a proposé de faire un film, et c'est comme ça que nous avons travaillé pendant des années. Bien sûr, il y a eu la barrière, parce que vous savez que nous avons une flopée encore d'acteurs antillais, nous avons une flopée de réalisateurs qui ont des thèmes, parce que pour moi c'est le peuple de l'avenir, parce qu'ils ont des sujets, parce qu'ils ont une réalité, parce qu'ils ont des thématiques qu'ils doivent exprimer, qu'il avait ce projet-là, et il fallait des sous. On a beaucoup galéré parce qu'il y a encore cette barrière-là qui se fait. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas, je le répète et j'insiste, nous avons une flopée d'artistes, une flopée de réalisateurs, une flopée d'acteurs, et il y a cette barrière qui fait qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Et donc on a tenu, on s'est accroché, on s'est débrouillé, et avec un promoteur comme Sébastien Onomo, nous avons pu faire ce film avec des galères, mais nous l'avons fait, et c'est un film maintenant qui explose dans le monde, qui explose en Grèce, qui explose à Chicago, qui explose à Londres, et qui, bon, malheureusement n'a pas eu le succès qu'il fallait en France, mais qui a été bien accueilli aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, et qui continue à faire son chemin. Et donc c'est comme ça que j'ai connu Barny. On a galéré, mais on a fait ce film, et qui est en pleine extension. Bref de Savane, numéro 2, ce sont des nouvelles. Il y a 14 auteurs, les éditions Ibis Rouge. Bonjour à vous Sylviane Vaillabori, comment allez-vous? Très très bien, heureuse d'être sur le Salon du Livre. Vous êtes une habituée de ce salon parce que chaque année vous nous sortez des ouvrages, et cette fois-ci ce sont 2 nouvelles. Bref, Savane numéro 2. Alors Sylviane, sirotage, nous sommes à la page 39, vous écrivez plutôt parce que la parole se libère dans ces nouvelles avec vous. Je ne descends pas de la voiture, j'attends. Le moteur tourne, c'est à chaque fois qu'on a voulu déjeuner au Bananier. Au Bananier, c'est le sirotage. Que se passe-t-il dans ce lieu? Dans le Bananier, c'est un restaurant, voilà, à Cayenne. Et j'ai voulu, dans cette nouvelle, raconter un temps suspendu, un temps du quotidien, en abordant un petit peu, en jetant un peu un regard sur les différentes relations amoureuses, vues de façon intergénérationnelle. Donc c'est une nouvelle, on va dire, d'aspect un peu léger, mais qui aborde finalement les sentiments, les relations, des choses qui nous concernent toutes. Alors le temps ne s'arrête pas, le temps est fluide. Malgré tout, on fait un petit peu de lèche-vitrine, on prend le temps de se poser. Wish, 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 wash, wash, wash. C'est quoi ces termes-là? Wishi, washa, washa. Alors c'est un terme en créole pour le bavardage. Voilà, on parle à l'oreille, ça discute. Donc on dit, c'est une expression wishi, wishi, washa, washa. Très bien, le temps est là, 14 heures pétantes, qu'est-ce qui se passe? L'horloge nous indique une action. Alors tout à fait, on va pouvoir donc déjeuner dans ce restaurant, donner libre cours un petit peu aux douceurs, les douceurs culinaires, la joie de vivre, la gaieté, tout en abordant donc ce sujet des relations amoureuses vues au 21e siècle, pardon. J'allais dire 19e, l'évolution un petit peu. C'est normal.
Alors Sylviane, vous-même, lorsque vous faites un sirotage entre vos amis, on va sortir du contexte de la nouvelle. Vous êtes aussi dans cette atmosphère de wish wish, wash wash, n'est-ce pas? Vous racontez la pluie, le beau temps. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment avec vos propres amis lorsque vous faites un sirotage? Je rappelle que vous êtes de la Guyane, vous êtes guyanaise? Guyanaise, tout à fait. Alors, emmenez-nous en Guyane et on se pose avec vous et vous faites votre sirotage avec une amie. Alors en fait on arrive, on va se poser et puis en fait on a un temps comme ça de large contemplation. Donc on regarde ce qui se passe autour de nous, on déguste, on bavarde, on wishy washa washa. Et nous voici donc en compagnie d'Alex Jules Uri pour son ouvrage La légende de Popo au Salon du Livre. C'est la 37e édition. Alors rendez-vous incontournable en fait pour tous les professionnels du livre, Alex Uri. Absolument, le Salon du Livre est incontournable. On ne peut pas le manquer parce que c'est une vitrine. Et donc je pense que là, la légende de Popo devait s'y trouver. Puisque, comme vous le savez, la légende de Popo, c'est un roman que j'ai écrit et qui s'enracine dans les Antilles, mais qui pourrait être universel. Donc cette légende, je dirais que c'est une grille d'analyse de la société d'outre-mer, des sociétés d'outre-mer, mais aussi des sociétés qui ont souffert de l'oppression, de la colonisation. Les gens se sont retrouvés du jour au lendemain une situation où ils étaient obligés de s'entendre. Ça veut dire qu'on fait des concessions. On fait des concessions pour s'entendre et on apprend à oublier qu'on s'était détesté. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans ce livre, qui est en faisant une légende parce que, à partir d'un fait réel, d'un témoignage. J'ai cherché, j'ai vérifié les sources d'information et je me suis dit qu'il fallait recréer l'atmosphère, mettre en scène ce qui s'est passé au quotidien, comment on apprend la liberté, comment ça se passe quand on vient de quitter l'esclavage. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, un rendez-vous comme celui-ci, Alex Uri, c'est aussi l'occasion de rencontrer le lectorat, son public, des gens avec qui on échange sur des sujets comme ceux-là. Quels sont les échanges que vous avez pu avoir avec tous ceux que vous avez rencontrés depuis le début de ce salon? Les échanges, c'est d'abord échange où on veut savoir comment vous remettez au goût du jour l'histoire et les géographies qui a séparé les peuples. On se dit, dans cette histoire, qu'est-ce qu'il y a d'original? Et je leur explique que c'est une histoire qu'ont vécu d'autres régions, d'autres pays, où précisément il y avait eu un impérialisme, un colonialisme. Et là, il a fallu que les gens s'adaptent. Il a fallu que les gens apprennent à s'aimer. Et c'est cela. Dans Popo, on apprend à s'aimer. On apprend, je dirais, à être jaloux des uns et des autres. Mais on finit par trouver, c'est vrai, un modus vivendi pour pouvoir bâtir une société. Même si Popo a été trahi à la fin. Mais il y a eu des histoires d'amour. Quel est le lien entre la légende de Popo et une situation en 2017, par exemple? En 2017, il y a beaucoup de situations que Popo pourrait recouvrer. Simplement, on sait que encore ces pays qui ont été colonisés, parce qu'il faut le dire, on va appeler les choses par leur nom, jusqu'à présent, les gens sont en train d'évoluer. Et cette société évolue. Et je dis que quand on lit Popo, on comprend ce qui se passe aujourd'hui, on comprend que cette société est encore en train de bouger. Cette société, puisqu'il y en a plusieurs, la société guadeloupéenne est en train de bouger, la société guyanaise est en train de bouger. Et je pense que également la société réunionnaise a déjà bougé aussi. Donc je crois qu'aujourd'hui, en ayant Popo, c'est, je crois, un parcours fléché pour savoir ce qu'il faut faire, me semble-t-il. Quelques recommandations. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30.
Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.